Michel Serres, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Avec plaisir. Pour répondre aux questions de la fondation d'entreprise JDF Suez. C'est moi qui vous en remercie. Parlons de la géographie. Il y a celle que nous connaissons, que nous avons apprise à l'école. Et il y a une nouvelle géographie qui s'impose à nous. Qu'en pensez-vous? D'abord, parlons de la géographie ancienne. Je voudrais faire l'éloge de cette discipline. J'ai toujours été plus ou moins géographe de cœur. Et je vais vous l'avouer, il m'arrive souvent, au lieu de prendre un livre le soir avant de me coucher, j'aime bien feuilleter un atlas, j'aime bien regarder les cartes. Et quand on regarde les cartes, on voit que la géographie a inventé 1001 espaces. Parce qu'il y a non seulement l'espace référé par les longitudes et latitudes, bien entendu, qui est l'espace ordinaire, mais il y a aussi des espaces démographiques, des espaces de densité, des espaces de religion, des espaces de langue, etc. Et puis aussi des espaces un peu plus raffinés, c'est-à-dire est-ce que je peux citer les lieux qui sont distants d'ici de 2 heures, par exemple? Bien, ça dépend, si j'y vais à pied, si j'y vais en bicyclette ou si j'y vais en avion. Et on voit très bien là que peut-être Jouy-en-Josas est à égale distance de New York, vous voyez. Ça fait un nouvel espace un peu raffiné, intéressant. Bon, voilà ce que la géographie a inventé. Elle a donc inventé déjà une multiplicité d'espaces. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est arrivé, et que j'appelle volontiers Petite Poucette, n'est-ce pas, et qui a en main son portable, n'est-ce pas. Et alors, quand elle a en main son portable, ah mon Dieu, mais quand je dis le mot « maintenant », est-ce que je sais ce que je dis? Quand je dis « maintenant », je dis « vous qui êtes présent là », et ce que je dis en ce moment. Et non, pas du tout, parce que « maintenant », ça veut dire « tenant en main »,« maintenant », « tenant en main ». Et Petite Poucette tient en main son portable, elle le tient maintenant. Et qu'est-ce qu'elle a en main? Ben, elle a en main tous les lieux du monde, par le GPS ou Google Earth, n'est-ce pas? Et même dans les lieux où elle n'est jamais allée, que ce soit, je ne sais pas moi, la Nouvelle-Zélande ou le Labrador. Elle n'y est jamais allée, mais elle le tient en main, n'est-ce pas? Elle tient en main toutes les informations du monde, même celles dont elle est parfaitement ignorante. Et d'autre part, elle tient en main autre chose, mon cher. Quoi donc? Elle tient en main... Alors, les mathématiciens ont inventé récemment de résoudre le problème suivant. En combien de coups de téléphone n'importe qui peut appeler n'importe qui avec le portable? N'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un qui passe aujourd'hui dans la rue, peut appeler n'importe qui dans le Labrador, justement, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, 4 coups. En 4 coups de téléphone, n'importe qui aujourd'hui sur la planète peut appeler n'importe qui. Vous voyez, 4 coups. Et ils appellent ça, les mathématiciens, le théorème du petit monde. Par conséquent, Petite Poucette a en main tous les lieux, toutes les informations du monde et toutes les personnes du monde, si elle le veut. Vous voyez, puisque en 4 coups de téléphone, elle peut appeler tout le monde. Donc elle vit dans un espace tout à fait nouveau. Évidemment, tous les lieux du monde, elle les tient, mais elle les tient virtuellement. Toutes les informations, elle les tient, mais elle les tient virtuellement. Et toutes les personnes qu'elle peut les appeler, elle peut les appeler virtuellement. Donc elle habite de nouveau un autre espace que les géographes n'avaient justement pas, jusqu'à maintenant, remarqué. Et cet espace nouveau, qui est d'une certaine manière l'espace virtuel, qui est l'espace de la toile, qui est l'espace de l'Internet, qui est l'espace des nouvelles technologies, c'est un espace qui a sa géographie, bien entendu, puisque je parle des lieux, puisque je parle de l'information, puisque je parle des personnes. Et là, il y a une nouvelle géographie en effet à inventer, et sur laquelle je travaille depuis 60 livres à peu près, puisque c'est ça l'espace dans lequel je travaille depuis que je commence à écrire des livres. Cela suscite des tas de questions, c'est passionnant, c'est intéressant. Bien sûr. Vous nous parlez de la géographie réelle, celle qu'on connaît, qu'on a Oui. apprise à l'école. Ça y est, on connaît la planète entière, il n'y a pas de terrain incognita. En revanche, dans la géographie virtuelle, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, des espaces à découvrir? Ah oui, nous sommes au début de l'exploration de l'espace que je viens de signaler, mais non pas de découvrir. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'étais récemment dans le métro d'une grande ville de l'Asie du Sud-Est. Et dans ce métro-là, j'avais remarqué que les grands magasins ne faisaient pas de publicité, mais avaient mis sur le mur des bandes dans lesquelles des petites affiches donnaient les produits qu'ils vendaient. Et les gens qui passaient faisaient leurs courses avec le portable, clic, 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 ils commandaient. Ah ah, je me suis dit, mais alors, les grands magasins n'existent plus. C'est plus la peine d'aller au grand magasin puisqu'on fait des courses dans le métro en cliquant. Vous voyez donc que l'espace commercial qui était dans la géographie, enfin dans l'urbanisme d'hier, qui était le grand magasin,
ben, peu à peu, ce grand magasin va disparaître de l'espace pour être remplacé par un commerce virtuel où on pourra de n'importe où commander n'importe quoi. Vous voyez? Et donc, vous voyez la transformation, et ça touche évidemment mon métier. Par exemple, qu'est-ce que le cours en ligne, qu'est-ce que l'accès à toutes les informations scientifiques vont changer dans l'université de demain? Dites-le moi. Eh bien, moi, je ne peux pas le dire. C'est-à-dire, c'est très difficile à répondre comme question. C'est-à-dire, l'espace de l'université telle que nous la connaissons, c'est un espace de concentration d'étudiants, de laboratoires, de bibliothèques, de professeurs, bref, de locaux. Mais que vont devenir ces locaux dans l'espace urbaniste, si vous voulez, lorsqu'il y aura précisément la généralisation des cours en ligne, la génération, etc. Vous voyez, que vont devenir ces institutions-là? Moi, je ne sais pas encore. Je sais qu'elles vont changer, mais elles vont changer à cause de l'intervention de cet espace-là. Vous avez quand même un début de réponse, parce que vous avez parlé de Petite Poucette avec Oui. son téléphone en main, Oui, bien sûr. maintenant. Mais alors, le téléphone de Petite Poucette, qu'est-ce que ça lui permet? D'abord, le monde en réduction, est-ce que le monde s'est rétréci avec cet objet? C'est une question très intéressante. Et cette question touche la structure de l'espace, justement. Nous avons l'habitude, nous, d'être dans un espace dont la géométrie est bien connue. Et cette géométrie bien connue, c'est la notion de distance. C'est-à-dire, c'est un espace métrique. C'est-à-dire, il y a une distance entre vous et moi, il y a une distance entre le Japon et moi, et ainsi de suite. L'espace est métrique. Attention, maintenant, Petite Poucette a en main, et elle va vous téléphoner à vous. Mais elle va vous téléphoner alors que vous êtes à jouer en Josas, elle va vous téléphoner alors que vous êtes en Nouvelle-Zélande, ou si vous êtes à Marrakech pour voir le match de football. Mais pour elle, c'est la même chose. Et vous allez lui répondre où que vous soyez et où qu'elle soit. Et par conséquent, l'espace dans lequel vous êtes, c'est un espace de voisinage, qui n'a plus du tout rapport avec l'espace métrique. Et vous voyez comment, habitant un espace métrique, nous rentrons dans un espace nouveau qui est un espace de voisinage, et que les mathématiciens appellent la topologie. Je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans votre intimité, Michel Serres. Parce que, grave. oui, vous nous avez dit que vous extasiez devant Descartes, celle Oui. que vous avez utilisée pendant des années, celle que vous avez pu parcourir quand vous étiez à l'école et en formation à l'université. Est-ce que vous extasiez aussi dans cet espace virtuel? Oui, il m'intéresse beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis enseignant et que je vois mon métier se transformer tous les jours à cause de cet espace. Tenez, par exemple, je fais un cours il y a 20 ans et je rentrais dans mon amphithéâtre et je savais que mes étudiants ne savaient rien de ce que j'allais leur dire. Par conséquent, il y avait présomption d'incompétence. Aujourd'hui, quand je rentre dans mon amphithéâtre, je me pose la question, quelle est la probabilité pour que mes étudiants aient tapé le sujet de mon cours la veille? C'est une certitude. Par conséquent, aujourd'hui, la présomption d'incompétence n'existe plus. Vous voyez que mon espace a complètement changé. C'est-à-dire, il y a une... Et combien de fois j'ai entendu des étudiants dire aux voisins « Il a raison, j'ai contrôlé ». Vous voyez? C'est-à-dire, ils sont avec leur machine et je dis quelque chose « Il a raison, j'ai contrôlé ». Je l'entends, vous voyez? Donc, c'est un événement qui n'avait pas lieu il y a à peine 20 ans ou 30 ans. Vous voyez? Vous n'avez pas peur que ça vous mette en danger, justement, qu'il y ait ce contrôle permanent? Et non, ce qui est intéressant, c'est qu'entre nous, la relation enseignant-enseigné a complètement changé, évolué, s'est transformée. Et mon métier, c'est passionnant, s'est transformé en même temps. Mais ce n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, mais c'est aussi... Regardez par exemple le médecin. Mais le médecin, aujourd'hui, autrefois, quand il recevait un patient, il est bien clair que le patient ne savait rien, il souffrait, c'est tout. Vous voyez? Mais aujourd'hui, le patient, il a tapé avant d'aller voir le médecin, il a tapé P de travers, si vous voulez, sur l'ordinateur, et la présomption d'incompétence a changé. La relation médecin-malade a changé, comme la relation d'enseignant-enseigné. Voilà. Justement, puisque nous parlons de danger, parlons des explorateurs de cet espace virtuel, oui. parce que les explorateurs de la géographie classique, géographie. ils se mettent en danger, alors que ceux de la géographie virtuelle dont vous parlez ne courent aucun danger.
attention, vous avez entendu parler de choses très graves récemment sur ce point-là. C'est-à-dire que, étant donné que les données informatiques sur cet espace-là sont à la disposition d'eux, etc., il y a des surveillances, etc. Et vous avez entendu dire que je ne sais quelle puissance surveillait même le téléphone portable de Mme Merkel. N'est-ce pas? Vous avez entendu ça? Et ça, c'est dangereux. Oui. Vous voyez? Donc, c'est le danger de l'explorateur. Mais, il est arrivé quelqu'un qui, tout seul, a révélé cette affaire-là et a renversé le problème. Vous voyez? Et là, de nouveau, il y a une dynamique entre la puissance de cette énorme puissance, si vous voulez, qui surveillait tout le monde, et puis la puissance d'un individu qui est capable tout d'un coup, parce qu'il le dit et qu'il est celui qui porte la transparence, de renverser l'opinion publique sur cette question. Vous voyez, donc là, il y a autant de dangers. Évidemment, ce n'est pas l'explorateur dans la jungle d'Amérique du Sud, si vous voulez, etc. Mais c'est un autre type de danger. Nous sommes au début du XXIe siècle, Michel Serres. Est-ce que vous pourriez peut-être dessiner les enjeux pour GDF Suez? Je crois qu'il est très important de comprendre que les entreprises vont changer à cause précisément de l'arrivée de cet espace virtuel. Je crois. D'ailleurs, non seulement pour leur travail, puisque c'est la question de l'énergie, bien entendu, qui est en jeu, mais même pour leur propre composition, leur propre manière de faire, leur propre, je ne sais pas comment dire, leur propre hiérarchie, si vous voulez, leur propre composition. Vous voyez, je crois que les enjeux qui sont donnés, qui sont proposés par cette espace virtuelle sont autant politiques que techniques et pratiques. C'est-à-dire, elles sont autant des enjeux sociétaux ou des enjeux collectifs que des enjeux pratiques, professionnels et concrets. Ce qui doit demander aussi de l'expertise, de la formation, de l'intelligence, ça demande énormément de choses. Oui, énormément. C'est-à-dire que cette nouveauté est une vraie nouveauté. C'est-à-dire elle n'est comparable comme nouveauté qu'à deux autres nouveautés qui avaient secoué le monde il y a très longtemps. Il y a eu d'abord, autrefois, l'humanité ne pouvait communiquer que par la parole. Les aèdes grecs ou les griots africains, vous voyez, bon, les chanteurs. Et puis tout d'un coup, on a inventé l'écriture. Et l'écriture a tout changé. L'écriture a changé l'économie, le commerce, la science, la religion même, l'écriture sainte, vous voyez, bon. Et première révolution gigantesque. Deuxième révolution, l'imprimerie. L'imprimerie, de nouveau, transforme les choses. Et là, de nouveau, c'est la Renaissance et l'invention d'autres choses. Et la troisième, c'est le numérique. Vous voyez, donc, on est au troisième acte d'une révolution concernant le doux, vous voyez, le soft, vous voyez, le message, le contenu du message. Et c'est passionnant. Pour terminer cet entretien, Michel Serres, quels vœux avez-vous à formuler en ce début d'année? C'est-à-dire que mes vœux vont pour Petite Poucette. C'est mon héroïne depuis très longtemps. Je lui souhaite longue vie et je souhaite qu'elle soit heureuse parce que c'est la génération nouvelle qui est en train de naître et d'occuper la société. Et c'est elle qui certainement va changer la société, va changer la donne. Et je crois que nous ne sommes pas loin d'une transformation très très profonde de la société. Et c'est Petite Poucette qui la fera. Et je lui souhaite beaucoup de courage pour le faire. Merci Michel Serres. Merci.